Pour... Mardi Théâtre, vous restez avec nous pour parler donc de la dernière pièce que nous avons sélectionnée pour vous, Soudain l'été dernier, entourée par Théâtoile et Bertrand. Donc cette pièce de Tennessee Williams est à l'affiche du Théâtre de l'Odéon jusqu'au 14 avril. Pour sa première mise en scène à l'Odéon en tant que directeur, Stéphane Braunschweig s'attaque à un monument de la littérature américaine, d'ailleurs déjà adapté en film, Soudain l'été dernier, Suddenly Last Summer. Que s'est-il donc passé à Cabeza de Lobos? Sébastien Venable, héritier d'une riche famille de la Nouvelle-Orléans, il meurt dans des conditions mystérieuses. Le seul témoin de l'événement, sa cousine Catherine, interprétée par Marie Raymond, qui l'accompagnait dans son voyage, en fait un récit tellement atroce que Mrs. Venable, Luce Mouche, l'a fait interner avant de convoquer ses proches, et un psychiatre en vue de la faire lobotomiser, qui lui est interprété par Jean-Baptiste Annemou. Bertrand, qu'en as-tu pensé? Alors, j'ai trouvé cette mise en scène de Stéphane Braunschweig très intéressante. Alors, bon, certes, Stéphane Braunschweig fait pas un théâtre révolutionnaire, mais je trouve qu'en fait, il explore extrêmement bien les textes. Il explore extrêmement bien les textes, et surtout ici, en fait, avec la scénographie, je trouve que ça se connecte extrêmement bien dans son rapport à sa dramaturgie. Je m'explique, c'est-à-dire que cet espace sans nom, cette espèce de jungle comme ça, en fait, elle crée un espace mental qui est très intéressant et qui se définit par rapport aux rapports sociaux que construisent les personnages. Et je trouve qu'il les explore extrêmement bien dans la mesure où il parvient à mettre en valeur l'absence du personnage de Sébastien Venable avec une simplicité qui est tout à fait particulière et louable. Et on comprend très vite les rapports de force qui sont en train de se créer, en fait. Alors, je ne sais pas si les deux sont d'accord avec moi. Moi, je dirais que effectivement la scénographie est très intéressante par rapport à cette dramaturgie, mais pour moi, ça ne suffit pas. Et on se perd assez rapidement, surtout dans la deuxième partie, qui pour moi perd en intensité et nous perd avec. Pour moi, c'était un peu une pièce sur la folie, donc je découvrais Williams. Donc on entend la folie parce que le texte est bien dit, mais on la voit à aucun moment. Je trouve que la direction d'acteur de Braunschweig brime totalement les pauvres comédiens qui sont sur scène. Luce Mouchel, on sent qu'elle aurait quelque chose à donner, mais elle reste un peu en arrière, alors que dans sa scène au début, il y aurait vraiment quelque chose à jouer. Mais le pire, je trouve que c'est Marie Raymond qui a une grande tirade finale sur que s'est-il passé à ce moment-là. Mais elle nous perd, Marie Raymond, parce que ça se sent qu'elle ne voit pas devant elle ce qu'elle raconte avoir vécu. Sauf que ça sert à rien de hurler en ayant les yeux exorbités si on ne vit pas la folie. Ça sert à rien. Donc la tirade n'est pas habitée, elle n'est pas vécue, il n'y a pas de folie en elle, et c'est vraiment dommage. Moi je trouve qu'il est passé à côté là-dessus. Donc je reste sur ma fin. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que l'interprétation est... Alors je trouve qu'elle est relativement inégale. Étonnamment, je pense qu'on n'a pas remarqué les mêmes choses, puisque je trouve que du côté des hommes, au moment où je l'ai vu, c'était moins maîtrisé que du côté des femmes. Mais je trouve que dans cette exploration de la folie, il y a quelque chose d'assez bien réalisé. Il a réussi à mettre un peu en valeur ce côté où la folie est finalement, presque la marginalité en fait, est ce qui éclaire notre monde. Et il a bien mis en valeur aussi l'aspect que Tennessee Williams avait écrit dans son texte au sujet de l'homosexualité. Et lui, sa propre marginalité. Et en fait, il y a ce côté où en fait, les marginaux sont ceux qui nous disent la vérité, puisqu'ils sont le contrepoids de la vérité, l'espèce de vérité consensuelle qui traîne un peu dans le monde. Et il y a cette tirade très intéressante à la fin, où le médecin dit peut-être faudrait-il envisager la possibilité qu'elle ait raison, que je trouve absolument fascinante, et qui tombe mais juste à la fin, et qui, à mon sens, éclaire tout le spectacle. C'est-à-dire cette question du non-dit, cette question de ce qui plane en permanence, cette question des rapports sociaux en fait qui se tissent par l'absence, que je trouve Stéphane Braunschweig a très très bien mis en valeur, parce que finalement on va pas voir un spectacle de Stéphane Braunschweig pour voir quelque chose de révolutionnaire, pour voir quelque chose de performatif, on va le voir pour voir un texte qui est éclairé. Je sais pas, moi je l'ai trouvé un peu trop conventionnel là-dessus, cette fois-ci. Je pense qu'il peut pas s'adapter vraiment à l'univers de Tennessee Williams, qui a besoin d'être peut-être un peu débridé.
mais je trouve que justement il l'a adapté en fait à sa manière, dans la mesure où Braunschweig est un fan de Pirandello, il en a monté plusieurs, donc Les gens de la montagne, 6 personnages en quête d'auteur, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de ces 6 personnages en quête d'auteur en fait dans cette mise en scène de Stéphane Braunschweig, puisque il y avait ce côté où en fait ce côté quasi mystique qui est justement caractérisé par l'absence qui pèse sur tous les protagonistes. Donc dans les 6 personnages en quête d'auteur, par exemple, tu as cette histoire de cet auteur qui n'est pas là. Ici, c'est Sébastien Venable qui n'est pas là. Et en fait, c'est par cette absence que se crée une espèce de mystique sociale qui est, je trouve, extrêmement bien construite par Braunschweig, dans le sens où il y a un espace en fait qui est complètement étrange, indéfini, presque un peu... Enfin, c'est complètement hors du temps en fait. Enfin, t'as cette jungle et en même temps t'as ces capitons qui descendent à un moment, tout se mêle, tout se confond, et finalement on se rend compte que cet espace indéfini, il réussit à s'éclairer par cette question de la folie. Il aurait réussi à s'éclairer par cette question de la folie si elle avait été habitée. Enfin, vraiment, moi j'entends tout ce que tu dis, je l'ai entendu dans le texte, mais je ne l'ai pas vu, en tout cas je ne l'ai pas ressenti. C'est-à-dire que peut-être sur des indications scéniques, sur cette jungle, effectivement on ressent des choses. Mais sur la direction d'acteur, enfin, je vais pas dire qu'il n'y a rien, mais Marie Raymond, moi elle m'a laissé, je dirais, elle est longue cette tirade finale. Hein. On a envie de lui dire, vas-y quoi, lâche-toi. Parce que là tu hurles, mais ça m'intéresse pas. Mais justement, moi je trouve que par rapport à Marie Raymond, elle est trop fragile pour incarner une folie comme il faudrait par rapport au texte. Ça m'a fait penser un peu à Ibsen, et pour moi il passe un peu à côté effectivement de ça, dans le sens où c'est trop attendu et ça reste un peu lisse. Ouais, c'est attendu, voilà, c'est vraiment ça. Pour moi, la fin, on a envie de lui dire, tu vois pas, tu nous parles de choses affreuses, puisque je veux dire, la grande tirade finale, elle est quand même, elle est hardcore, mais elle voit rien, elle le vit pas, et nous non plus du coup on le vit pas. Et Du coup on n'y croit pas, parce que déjà c'est assez, enfin, la fin est quand même assez peu crédible. Donc si l'actrice n'y croit pas plus que nous, on est paumé, c'est fini quoi. De toute façon, la deuxième partie, elle est complètement irréelle. Donc, Je pense pas que ce soit effectivement, une il faut quelque question chose qui nous rattrape. Il faut que les comédiens soient là, sinon le texte ne peut pas suffire à lui-même, malheureusement. Là, elle ne se raccroche pas à Soliane. Ouais, clairement. Pourtant, il y en a plein. Je pense pas que ce soit une question de crédibilité en fait. Je trouve que justement sa fragilité fait sa force à ce moment-là. Et à mon avis, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a un côté presque... En fait, elle hurle un peu avec les yeux exorbités. Il y a un côté presque tragédienne grecque qui justement prend tout son sens dans la référence que fait Tennessee Williams au Bacchante d'Eschyle, au moment où elle parle de ses enfants nus qui ont mangé Sébastien Venable, etc. Moi, ça m'a immédiatement... bon, c'est pas très grave. Ça m'a immédiatement fait penser à cette scène des Bacchantes où il y a la mère qui coupe la tête de son enfant dans un accès de démence et qui la rapporte au roi, et en fait qui, tirée de sa folie, en fait elle se rend compte de l'horreur de ce qui s'est passé. Finalement, tu as ce côté-là où la folie dans les Bacchantes aveugle, et ici la folie est claire, et je trouve qu'il y a un bon ping-pong qui se crée dans le côté un peu justement tragédie grecque, référence, clin d'œil, etc. Je pense qu'il y a un côté en fait où c'est très érudit, mais en même temps c'est assez simple. Mais là, on l'a pas le ping-pong. Ouais, encore une fois, on est sur une référence qu'on entend, mais pas qu'on voit. Je trouve qu'on la voit relativement bien. Bon, après, moi, je l'ai pas vu, je suis passée à côté. question de Elle était sous les sensibilité. feuilles. Donc en direct des réseaux sociaux, il y a Bubblegum Beach qui nous dit soudain l'été dernier, ça a été une gifle, j'ai été secouée, incapable de reprendre mes esprits pendant le salut. La chance. La direction d'acteur chez Braunschweig est remarquable, +1 pour l'actrice jouant la mère en deuil. On va partager son avis. Bon, genre du théâtre, visiblement non. Non, moi, je pense que... Bon, Moi, je serais pas aussi catégorique. Je suis assez d'accord sur la mère en deuil que j'ai trouvé vraiment très très bonne et très drôle. D'accord. Alors, dans les tweets sélectionnés aussi, celui de Peter Nicole. Une belle mise en scène, soudain l'été dernier, pour une pièce sombre, troublante, grande comédienne Marie Raymond et Luce Mouchel. Christian Oltenson, incroyablement belle pièce de théâtre ce soir à Paris, soudain l'été dernier. Et de Paolo Chino, sinon soudain l'été dernier, c'est vraiment très cool. Et Stéphane Braunschweig, c'est en train de devenir mon bébé chaton. Merci au théâtre de l'Odéon. Oui, j'avais envie de vous le lire celui-ci. Encore des fans inconditionnels de théâtre. Ah, c'est terrible. Hein. Ils sont de plus en plus et maintenant ils envahissent les ondes. Ah,
Ce théâtre, Théâtoile, mort du théâtre, Bertrand, pour terminer cette émission, vous avez un coup de cœur à partager avec nous? Alors, Bertrand peut-être Très bien, alors moi je vais parler de mon coup de cœur qui est donc saison 1, spectacle de Florence Minder qui a été une commande du Théâtre National de Bruxelles. En fait, Florence Minder avait à l'époque montré la première partie au moment des XS d'Avignon il y a 1 an et demi. Et puis le Théâtre National a été séduit par la commande, par la proposition et lui a demandé de faire une série théâtrale qui a donc éclos en saison 1. Saison 1 qui a été montrée pendant un peu plus de 10 jours au National de Bruxelles et qui est passée récemment à Paris, au Centre Vallenie Bruxelles. Donc ça parle de reprendre possession de sa fiction, du fait que nous sommes tous en fait dans la fiction, que nous sommes tous dans une histoire que nous nous racontons, et comment en fait un personnage qui est au début absent va petit à petit reprendre possession de sa propre histoire en fait. Et c'est très drôle, c'est très bien fichu, très bien construit, très intelligent et très accessible, et on espère qu'il y aura des dates l'an prochain. Théâtoile? Alors pour moi, ce serait Condamné, qui se joue actuellement au théâtre La Croisée des Chemins, qui est adapté de la pièce, du texte de Victor Hugo, qui s'appelle Le dernier jour d'un condamné. Et c'est un seul en scène avec Betty Pélissou, qui est mis en scène par Vincent Marbeau. Et c'est, pour le coup, on parlait de folie tout à l'heure, là on voit vraiment comment glisser dans la folie par l'enfermement, et on vit les derniers instants de cette femme dont on ignore pourquoi elle est condamnée, mais en tout cas on sait qu'elle se dirige vers l'échafaud. Et c'est vraiment très très intense et poignant. Ok, pour ma part, ce serait Yves Olivier qui est repris au Tristan Bernard. Donc je l'ai vu cet été au Off, puis je l'ai revu à Paris à la Gaîté avant qu'il soit repris au Tristan Bernard. C'est sur la vie d'Yves Montand, donc c'est vraiment pas sexy dit comme ça. Mais c'est une troupe que je suis depuis plus de 5 ans maintenant, et là ils ont commencé déjà très très haut, mais ils sont à leur sommet. C'est un très très grand spectacle. C'est simple, mais c'est beau, c'est évident, c'est un spectacle qui donne la pêche. Les comédiens transmettent une énergie folle, c'est vraiment un must-see. J'ai rarement vu des comédiens donner autant d'eux-mêmes, et à la fin ils ont l'air surpris. Je veux dire, j'ai vu une salle complètement en délire, eux ils se sont éclatés pendant 1 heure et demie, mais nous aussi on s'éclate avec eux, c'est incroyable, c'est autant de dons de soi et puis d'énergie, de musique, c'est beau. Bon, merci à vous trois d'avoir participé au dernier débat. Enfin, pour travailler cette émission, on était bien plus que ceux qui ont parlé ce soir. Donc je vais communiquer le coup de cœur d'un des nôtres, Yewan, qui conseille à tous d'aller voir 31 au studio des Champs-Élysées. Donc 31 commence et se termine le 31 décembre 99. Entre-temps, le spectacle nous fait remonter le fil de l'histoire sur une dizaine d'années et découvrir les liens qui unissent les quatre personnages qui sont sur scène. Ici, pas de gros moyens, mais une mise en scène simple et ingénieuse de Virginie Lemoine qui sert parfaitement le propos des comédiens. Et ils sont épatants, ces comédiens-chanteurs que nous avons tous déjà vus ici. Valérie Zacomer, Carole Defiti, Fabien Richard, Alexandra Fetinou, sans oublier Stéphane Corbin, pianiste live. On rit beaucoup, on est souvent très ému, le spectacle rend heureux et on se dit qu'on aimerait bien bien aller chez eux pour passer notre 31 décembre et devenir amis pour la vie. Pour avoir eu l'occasion d'échanger avec une partie de la troupe au 20e théâtre au Studio des Champs-Élysées, on mesure combien ils sont investis et avec quelle énergie, quelle sincérité ils défendent leur spectacle sur scène et aussi à l'extérieur. Donc je remercie Yann de nous avoir fait parvenir ces quelques mots pour nous donner son coup de cœur. Je vais maintenant passer, si Monsieur Proust veut bien, les réactions des réseaux sociaux. Ah. Je remercie Lionel Cécilio d'être si attentif sur la soirée. Oui, on approuve. Enfin, tous ceux qui l'ont vu ici présents Absolument. approuvent votre voyage pour les mémoires d'un fou. Même au Québec, il paraît qu'on parle de... on jase. Ah, on dit on jase et pas on cause au Québec. Je suis désolée à mes québécoises. On prendra quelques cours de québécois pour la prochaine fois, je vous en prie. Lionel nous précise qu'il reste 7 dates pour aller voir Voyage dans les mémoires d'un fou à l'Archipel. Donc voilà, c'est une pièce que certains d'entre nous recommandent et qui, d'après Victor Hugo, mérite même un Molière. Qui sait? Peut-être pour l'année prochaine.
Donc tout le monde est unanime, sauf Strapontine à côté de nous qui n'a pas vu la pièce, mais j'espère qu'on lui a donné envie de la voir. Oui, tout à fait. Là, vu vos sauts sur les sièges quand on a entendu le nom de Lionel Cecilio, je pense que je vais aller me précipiter pour voir la pièce. Même recommandé par Laura Benchetrit. Tout le monde recommande Commande voyage pour les mémoires d'un fou. Donc je vous rappelle que la pièce qui a été débattue ce soir, c'était Mon cœur de Pauline Bureau, Intramuros d'Alexis Michalik, la règle du jeu à la Comédie Française dans la salle Richelieu, et enfin Soudain l'été dernier à l'Odéon. Je remercie tous ceux qui sont venus autour de la table, autour de moi. Ouais. Donc Mort du théâtre, Bertrand, Théâtrelle, Théatoile, Strapontine, Maxime, Sur les planches, Côté cœur, et en coulisses, Monsieur Proust pour le live tweet. Et Gladstone. Et Déborah. Et des bons. Et moi-même, bien sûr. Oui. Sans On compter vous tous ceux annonce qui sont derrière, à qui nous tous ont ceux qui nous ont soutenus, soutenus, et qui font en partie effet. de l'équipe aussi, qui Une, sont là une autre fois. On était une vingtaine au projet Radio Mortimer et vous aurez la chance de les voir ou de les entendre dans une prochaine émission. Prochaine émission qui se tiendra donc le 15 mai. Et on vous communiquera en forme de teaser les choix des pièces qu'on va chroniquer. Mais en tout cas, en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, YouTube, Facebook, Twitter et répondez. Et alpaguez-nous avec le hashtag Radio Mortimer. Wouh